Antoine Agoudjian, tu es photographe, tu viens de passer presque 2 mois au Haut-Karabakh, une province indépendantiste majoritairement peuplée d'Arméniens qui vient de subir de violents affrontements. Au cœur de cette actualité, un conflit qui dure depuis des dizaines d'années. Peux-tu revenir brièvement sur la situation de ce territoire avant septembre dernier? En fait, cette région qui appartient aux Arméniens depuis l'Antiquité, puisqu'elle s'appelait Artsakh à l'époque, on peut la retrouver sur plusieurs cartes attestant de la présence arménienne plus plurimillénaire sur cet endroit-là. En fait, en 1921, Staline arbitrairement, et toujours dans son idéologie de diviser pour mieux régner, a donné ces territoires à l'Azerbaïdjan. À savoir, il y a deux régions, le Nakhitchevan qui se trouve entre la Turquie et l'Arménie, et le Karabakh qui se trouve, c'est une enclave qui se trouve à l'est de l'Arménie. En fait. Il y a des monastères arméniens qui datent de la jeunesse du christianisme, du 3e, du 4e siècle, de l'époque médiévale aussi, du 13e siècle, du 10e siècle, du 9e siècle. Et en fait, les Arméniens, lors de la perestroïka et de la glasnost, quand Gorbatchev commençait à parler des erreurs de Staline, eh bien, les Arméniens, avec Andrei Sakharov aussi, le prix Nobel de la paix, ont décidé de parler de l'arbitraire de ces régions qui avaient été arbitrairement données à l'Azerbaïdjan, dans l'idée à l'époque d'un rattachement à l'Arménie, puisque la population majoritaire de cette province-là était arménienne. Ce qui n'était plus le cas du Nakhitchevan, qui a vécu un génocide blanc de par l'Azerbaïdjan pendant 70 ans d'Azerbaïdjan soviétique. Il y a eu une répression terrible, tant culturelle sur les Arméniens, qui a marché au Nakhitchevan, puisqu'il n'y avait plus d'Arméniens. Ils se sont arrangés pour que les Arméniens disparaissent, mais qui, de par la nature des Arméniens du Karabakh, n'a pas abouti au Karabakh. Donc, dans les années 88-90, les Arméniens ont fait des revendications pacifistes avec des manifestations dans les rues pour expliquer que c'était une aussi des erreurs de Staline dans le prolongement des discussions de Gorbatchev lors de la perestroïka qui déjà reconnaissait les erreurs de Staline, parce que c'était, c'était un sujet qui n'était absolument pas abordé dans l'ex-URSS. Et il s'en est suivi en 1988, le 28 février, des pogroms en Azerbaïdjan en conséquence de ces manifestations pacifistes qui ont généré plusieurs milliers de morts, comme souvent ça arrive dans les pays dictatoriaux en fait. Donc après ces pogroms, les Arméniens ont déclaré leur indépendance en 91 par référendum. Et après ça, il y a eu une guerre qui a duré jusqu'en 1994 et qui a été stoppée par une médiation de la Russie et la création à l'époque du comité de Minsk. Donc après une longue période de conflit gelé, hein, les affrontements ont éclaté à nouveau en septembre. Un cessez-le-feu a été signé en novembre dernier entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie. Mais en vertu de cet accord, l'Arménie doit céder la région à l'Azerbaïdjan. Toi, tu as décidé de te rendre sur place au début des hostilités. Qu'as-tu découvert? Ben moi, je suis arrivé pendant la guerre là-bas. Alors une guerre où il n'y a pas de zone de front, bon, évidemment il y a une zone de front qui délimite la partie azerbaïdjanaise, la partie arménienne, mais dans des guerres, puisque j'ai couvert beaucoup de guerres ces 5 dernières années, où il y a des drones et des bombardements, en fait la ligne de front est partout. Et alors la région, la province était énormément désertée par sa population civile, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées. Seuls restaient les militaires et seuls restaient les personnes qui avaient un parent, un père, un frère sur la ligne de front pour leur venir en aide, quoi, en fait. Donc c'était des bombardements incessants. Les sirènes sonnaient plusieurs fois par jour à Stepanakert, donc la capitale de l'Artsakh. Et sur la ligne de front, il y avait des combats d'artillerie, des combats de mortiers, mais il y avait surtout l'utilisation des drones par l'armée azerbaïdjanaise qui a fait énormément de dégâts sur la ligne de front, quoi. Est-ce que cette guerre était perdue d'avance? Oui, selon moi, elle était perdue d'avance, parce que tout a été fait. Et d'un point de vue de l'effectif des soldats, il faut savoir quand même que l'armée arménienne est une armée qui réunit pas plus de 20-30 000 soldats. Déjà, à la base, l'armée azerbaïdjanaise réunit près de plus de 100 000 soldats. Conjugué à ça, il y a l'armée turque qui est la deuxième armée de l'OTAN qui est venue avec toute une logistique. Plus, ils ont importé des djihadistes de Syrie, ils ont importé des djihadistes du Pakistan, peut-être même de Tchétchénie.
Donc, selon moi, la guerre était déjà perdue d'avance parce que même si la résistance arménienne a été farouche, ça devait être un blitzkrieg au départ qui devait durer quelques jours, pas plus d'une semaine. En fait, la guerre a duré une cinquantaine de jours de par la résistance arménienne, mais de par la pression, les effectifs et puis la politique même de l'Azerbaïdjan et de la Turquie qui ont considéré que peu importe les morts pour eux, de leur côté, parce qu'ils ont énormément de morts, l'important c'était à chaque fois d'attaquer. Ben, à terme, pour moi, les jeux étaient faits dès le départ, quoi. Est-ce que là-bas, on a compris que le président arménien ait signé cet accord, l'intimement de céder la région? Déjà, on ne sait pas réellement ce qu'il a signé, le contenu des accords, on ne les connaît pas. On découvre des choses tous les jours. Là, dernièrement, ils ont donné des villages qui étaient à cheval, parce qu'en fait, les frontières n'étant pas définies, quand cette enclave était rattachée avec des provinces de sécurité à l'Arménie, il y avait, selon eux, aucune utilité de créer une frontière. Pourtant, c'était deux républiques, la République de l'Artsakh et la République d'Arménie. Ils auraient dû délimiter des frontières. Et comme ces frontières n'ont pas été délimitées, aujourd'hui, il est difficile de savoir, puisque de facto, toute cette région rentre en Azerbaïdjan, où est réellement la frontière. Donc, l'Azerbaïdjan rentre dans le Syunik, dans le sud de l'Arménie, pour prendre des villages qu'ils considèrent comme étant des villages qui font partie de l'Azerbaïdjan, alors que les Arméniens considèrent que c'est des villages qui font partie de l'Arménie. Donc, effectivement, ne connaissant pas le contenu de ces accords, ne comprenant pas pourquoi Pachinian a signé ces accords sans faire appel à ses ministres, sans consulter le Parlement, effectivement, on est dans une espèce de sidération et de réflexion post-traumatique qui fait qu'à chaque fois, on découvre des choses qui irritent les Arméniens, qui révoltent les Arméniens. Et en fait, on ne sait rien, on ne connaît même pas le futur statut de l'Artsakh. Depuis qu'il y a le déploiement russe, on ne sait pas si la population arménienne d'Artsakh va avoir un passeport russe ou un passeport azerbaïdjanais. On ne sait rien en fait. Donc cette situation comment dire, de non-maîtrise d'une situation de façon claire génère énormément de névrose, d'appréhension et de détresse, quoi. Oui, parce qu'on se pose la question sur ce qui se passe actuellement. On a vu dans les médias des Arméniens brûler leurs maisons, des villages entiers pour ne rien laisser aux Azéris. Tu les as rencontrés, dans quel état d'esprit ils se trouvaient et se trouvent encore aujourd'hui? En fait, moi, les maisons brûlées, je les ai vues dans le nord de l'Artsakh, c'est-à-dire dans une région qui s'appelle Karvachar pour les Arméniens et Kelbadjar pour les Azerbaïdjanais. Et en fait, ça fait partie des régions cédées à l'Azerbaïdjan. Donc, effectivement, les Arméniens qui ont quitté au nord cette région, bah, ils n'ont pas envie de laisser leur maison qu'ils ont bâtie de leurs propres mains aux Azerbaïdjanais, donc ils les détruisent, quoi. Ils sont sidérés, c'est vraiment le terme, quoi. Sidérés par une situation où ils ont le sentiment de ne pas être gouvernés. C'est ça qui est terrible aussi. Pas être gouverné, et comme ils cultivent aussi le mythe du grand sauveur, ça a été une des raisons de la défaite, cette culture du grand sauveur. Le russe ne laissera jamais l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que les Arméniens se savaient à égalité avec une armée azerbaïdjanaise, même si elle était supérieure en effectif, même si elle était supérieure en armement. En revanche, elle n'a pas du tout prévu que l'allié russe autoriserait l'armée turque de venir sur le territoire azerbaïdjanais pour affronter l'Arménie. À Turquie, qui est comment dire, celui qui a orchestré le génocide des Arméniens il y a un siècle, comme si l'Allemagne attaquait Israël. Voilà ce qui s'est produit en fait dans la conscience collective. Et ça a été toléré par tout le monde en fait. Les Arméniens ont été seuls dans cette histoire-là. Donc les Arméniens cultivant le mythe du grand sauveur ont pensé que le russe n'accepterait pas, d'autant qu'il y a des traités qui ont été signés, notamment sur l'Arménie. Ils ont à tort pensé que les Russes interviendraient s'ils étaient agressés par l'Azerbaïdjan, ce qui n'a pas été le cas. Les Arméniens ont été seuls. Et d'ailleurs, nous n'avons pas beaucoup entendu la communauté internationale s'exprimer face à ce conflit et à cet accord de cessez-le-feu. Comment ont vécu et vivent ces Arméniens face à ce silence? Alors, je ne veux pas soustraire à ce désastre l'échec aussi de la politique arménienne. Je pense qu'il était essentiel que l'ONU reconnaisse, à l'instar du Kosovo, la République d'Artsakh aux Arméniens. Cette région n'a jamais été azerbaïdjanaise. L'Azerbaïdjan n'a pas plus de 100 ans. Il a été arbitrairement créé par les jeunes Turcs. Il faut savoir que c'est les jeunes Turcs qui ont créé le projet de l'Azerbaïdjan en 1918,
qu'avant ça, c'était le Khanat Bakou. Il y avait effectivement des Tatars turcophones dans ces régions-là, mais il y avait des Russes, des Arméniens, des Géorgiens, des Taliches, des Oudis, une multitude, une mosaïque de peuples différents. Et en fait, l'instauration de l'Azerbaïdjan en 1918 est l'instauration d'une république complètement fausse de par comment dire, la cohérence ethnique de cette république. Elle s'est créée parce qu'effectivement, au nord de l'Iran, il y a énormément d'Azerbaïdjanais, il y a près de 15 millions d'Azerbaïdjanais, et les jeunes Turcs qui ont orchestré le génocide des Arméniens, dans leur esprit pan-turquiste, se sont dit, puisqu'il y a eu une grande bataille en 1918 avec les Arméniens, que les Arméniens ont gagné sur le territoire de Sartarabat en Arménie, à l'est de l'Arménie, comme ils n'ont pas réussi à la chute de l'Empire tsariste à conquérir les derniers 10% qui restaient des Arméniens après avoir avalé les 90% en Anatolie, ils ont réussi, avec la complicité des bolcheviks, à créer une république complètement fausse de l'Azerbaïdjan. Et donc, voilà, cette république n'a pas plus de 100 ans. Donc, en fait, les Arméniens ont des vestiges et des monuments qui datent de plusieurs siècles et qui sont aujourd'hui donnés, cédés à l'Azerbaïdjan. C'est une situation tragique. Alors, les Arméniens, pourquoi ils ont été seuls? Déjà parce que l'ONU n'a pas reconnu cette république comme république, à l'instar du Kosovo. Déjà, les Azerbaïdjanais se disent avoir effectué une guerre légale, puisque l'ONU décrète que cette région fait partie du territoire souverain de l'Azerbaïdjan. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, tout était possible. Si le Karabakh avait été connu, si l'Artsakh avait été reconnu par l'ONU, ça aurait tout changé. Parce qu'il y aurait certainement des armées qui auraient pu intervenir pour protéger les Arméniens d'Artsakh, en se disant, voilà, l'ONU a décrété que c'était des régions arméniennes, donc il est hors de question que l'Azerbaïdjan et la Turquie l'attaquent. Donc déjà, tout était faussé. Et là, quand je parle des erreurs arméniennes, c'est qu'ils ont mené un combat sans mener de combat pour la reconnaissance de cette république. Déjà, l'Arménie elle-même n'a pas reconnu cette république. Donc à partir de ce moment-là, les choses étaient très compliquées, quoi. Ah, c'était compliqué de la défendre, effectivement. C'est compliqué de la défendre, effectivement. Ouais. Tu me parlais de ce conflit, une sorte de continuité du génocide arménien. Ben oui, puisque en fait, la source du génocide des Arméniens prend son ADN dans la perte des Balkans en 1912 par l'Empire ottoman. Toute la partie européenne de l'Empire ottoman a disparu par des révoltes qui ont eu lieu dans les Balkans. Et à partir de ce moment-là, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont mis dans la tête d'édifier un empire ottoman avec les peuples d'Asie. Et comme dans les régions d'Anatolie, il y avait essentiellement des populations chrétiennes, on parle des Arméniens, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des Chaldéens chrétiens, des Syriaques chrétiens, des Grecs pontiques. Toutes ces populations ont été exterminées pour mettre à leur place toutes ces populations qui sont arrivées d'Europe, en fait, des populations turcophones qui n'étaient pas partie de l'Empire ottoman, pour les remplacer en fait sur les terres qui étaient depuis près de 2000 ans des terres chrétiennes. Donc la source du génocide des Arméniens prend dans la guerre des Balkans. Et le comité Union et Progrès qui a orchestré le génocide, en fait, a décidé de turquifier toute une région et Erdogan s'est mis dans la tête de poursuivre. Il s'est d'ailleurs exprimé il y a plusieurs mois là-dessus en expliquant qu'il allait poursuivre le projet qui n'avait pas abouti de ses ancêtres. Et donc, l'Arménie, si vous regardez une carte, elle se trouve en plein milieu de tous ces pays turcophones d'Asie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan, toutes ces populations qui font partie du sud de l'ex-URSS, qui sont des populations turcophones, majoritairement chiites, je ne veux pas dire de bêtises, à vérifier. Je sais que l'Azerbaïdjan sont de confession musulmane chiite. En revanche, les Turcs sont de confession musulmane sunnite. Mais quand même, les Arméniens sont au milieu et il reste que ce petit bouchon à faire disparaître. C'est pour ça qu'ils ont des velléités sur le sud de l'Arménie, la région qui s'appelle le Sionik, pour justement faire une continuité turcophone, turcique sur tout ce territoire. Et pour ça, ils veulent aboutir dans le génocide. La source du génocide prend son ADN dans le fait de faire disparaître toutes ces populations chrétiennes. Donc plus qu'un conflit territorial, finalement, c'est une guerre de religion. C'est aussi une guerre de religion. Ce n'est pas qu'une guerre de religion, mais c'est pour moi, selon moi, aussi une guerre de religion, parce que quand on regarde la carte du Moyen-Orient,
et qu'on voit la disparition des populations chrétiennes du Moyen-Orient, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie. Au Liban, ça s'est accentué ces derniers temps. Que ce soit en Syrie avec cette année dernière, que ce soit les Coptes en Égypte, on voit bien qu'il y a un plan de dissolution des populations chrétiennes du Moyen-Orient et au Caucase aussi avec les Arméniens. Donc c'est aussi une guerre de religion qui se mêle et s'entremêle avec de la géopolitique, l'acheminement des hydrocarbures, par où vont passer les hydrocarbures, etc. Donc c'est une espèce de bouillon de paramètres complètement différents qui justifient les comportements, y compris une guerre de religion, pour moi. Il se propage chez nous, hein, de toute façon, parce que, en fait, selon moi, ce qui se passe là-bas est l'avant-garde de ce qui est en train de se passer ici. On le voit bien, il faut arrêter d'être dans l'euphémisme et dans le fait de battre sa coupe et de considérer que la chose ne se produit pas là, que c'est des phénomènes isolés. C'est exactement la même chose qui se passe en France, mais de façon différente, avec un État différent, avec des moyens différents, mais c'est exactement la même chose pour moi. Quel avenir pour ces Arméniens? Seul l'avenir le dira. Ils ont failli disparaître, ils sont encore là. Nous sommes encore là. Je ne sais pas quoi dire. Il est clair que tant que la Turquie n'aura pas fait son mea culpa comme l'a fait Willy Brandt en 70 à Varsovie, ils seront dans cette logique d'extermination des Arméniens. Puisqu'un meurtrier qui n'est pas puni pour ce qu'il a fait, dans les mêmes situations, il reproduit exactement la même chose. Et le criminel revient toujours sur le lieu du crime pour effacer les traces. Et en fait, les Arméniens ne sont pas à l'abri tant que la Turquie n'aura pas reconnu le génocide des Arméniens. Donc c'est une priorité pour moi, la reconnaissance du génocide des Arméniens. Ce n'est pas une victimisation de notre situation, c'est juste le préalable à la sécurisation des Arméniens. Une fois que la Turquie aura reconnu ce génocide, ils pourront plus faire pareil. En voir l'Allemagne, une fois que le génocide, la Shoah a été reconnue, le comportement des Allemands est complètement différent. Donc voilà, ça c'est un préalable pour moi. Parce que les Arméniens ne seront pas en sécurité. Après, il faut impérativement que les Arméniens aussi, qui ont fait preuve de laxisme, qui ont fait preuve aussi, pour certains présidents, de cupidité, ils ont eu 30 ans où ils avaient la possibilité d'édifier un État solide économiquement, solide démographiquement. Résultat des courses, c'est un État pauvre et une démographie qui s'est réduite de moitié en laps de 30 ans. Donc, il ne faut pas soustraire la culpabilité au comportement aussi des gouvernants arméniens qui est catastrophique. Mais je mets juste une bémol, c'est que c'est une question que je pose, les gouvernants arméniens ne sont-ils pas tributaires de la volonté de Poutine? Et selon moi, cette guerre a été validée par Poutine. Jamais les Turcs se seraient permis de venir sur le précaré russe si ça n'avait pas été validé par les Russes. C'est ce qui s'est passé en Syrie aussi pour les Kurdes. Donc pour moi, comment dire, la personne qui a laissé, qui a permis de rendre possible cette guerre, pour moi, c'est Poutine, parce que la révolution de velours il y a 4 ans n'a pas arrangé les affaires de Poutine. Les présidents arméniens doivent essentiellement être des présidents jacobins. Là, il y a un président girondin qui a été élu par le peuple, qui en plus bombé le torse face à Poutine. Et donc, pour pouvoir briser ce mouvement, la guerre est venue vraiment est venue de très bonne façon. Je dirais. Maintenant, désormais, Poutine déploie son armée sans avoir sacrifié un de ses militaires, sans avoir même utilisé une balle. Et il arrive en sauveur, parce qu'effectivement, s'ils n'étaient pas venus, les Turcs auraient exterminé la population arménienne d'Al-Azhar. Ils seraient même rentrés en Arménie, comme ils l'ont fait en Syrie. Ils ont pris une bande de 35 km. Là, ils auraient pris le Syunik, puisqu'il y avait un déploiement de l'armée turque au Nakhitchevan, donc à l'est. Et voilà, le sud de l'Arménie aurait disparu. Donc effectivement, ça a été salutaire que l'armée russe intervienne, mais selon moi, c'est quand même le pompier pyromane. C'est eux qui ont allumé le feu, c'est eux qui ont rendu possible cette guerre, et c'est eux qui sont venus l'éteindre. Depuis plus de 30 ans, tu consacres une grande partie de ton travail à l'histoire arménienne. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas été assez entendue? En fait, moi, je suis pas dans. Enfin, là, j'étais dans l'histoire. Parce que depuis 30 ans, moi, c'est sur la mémoire que je suis. Je poursuis des fantômes, en fait. J'appartiens à une génération qui a connu les rescapés du génocide des Arméniens. Moi, je vis dans une ville qui s'appelle Alfortville, où il y avait énormément d'Arméniens. Tous les anciens étaient des rescapés du génocide de près ou de loin. Donc, j'ai baigné dans cette ambiance.
On était à mon époque dépourvu d'images. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus sur le génocide des Arméniens, mais à mon époque, il y en avait très peu. Il y avait juste le travail d'un photographe, enfin d'un infirmier photographe qui s'appelait Hermine Wegner, qui pour moi est un modèle, un maître. Et en fait, à part ça, c'était essentiellement les récits des rescapés du génocide des Arméniens, moi que j'ai entendu et qui ont fabriqué un imaginaire chez moi. Et cet imaginaire, j'ai pu le mettre en visibilité grâce à la photographie. Donc je poursuis des fantômes tout simplement. C'est pas tant l'Arménie ni les Arméniens que je cherche, mais cette mémoire, cet imaginaire, ces histoires qui sont dans ma tête. Et effectivement, là, en Arménie, pendant la guerre d'Artsakh, c'était singulier parce que, en fait, je revoyais toutes ces images que j'avais dans mon imaginaire, les combattants arméniens, les résistants arméniens, les prêtres qui protègent les églises, l'exode. En fait, j'avais le sentiment que le temps n'existait plus, que je me retrouvais il y a 100 ans, en fait, pendant le génocide. Merci Antoine. Merci à vous.